Madame, Monsieur, bonsoir. Le 26 mai dernier, le ministre de la Santé annonçait l'entrée en vigueur de nouvelles mesures visant à rendre les médicaments et produits de santé plus accessibles aux populations. Il s'agit de consommables médicaux, de certains vaccins, notamment le sérum antivenimeux, le vaccin anti-amaryle, le vaccin antirabique et le vaccin anti-méningococcique, ainsi que le prix de vente publique de médicaments essentiels génériques. Nous analysons ce soir l'impact de ces mesures sur les populations avec sur ce plateau Serge Imhotep Bayala, coordonnateur du mouvement 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Sur ce plateau également le docteur Hyacinthe Ouendlari Ouetraogo, enseignant-chercheur. Avec nous, le docteur Estelle Edith Dambélé-Nedabiré, conseiller technique au ministère de la Santé, et Gervais Nadambega, ingénieur en développement rural. Madame, messieurs, bonsoir à tous. Bonsoir, et bienvenue sur ce plateau. Alors, Gervais Nadambega, comment avez-vous accueilli l'annonce de ces mesures? C'est avec beaucoup de joie et puis une appréciation très positive que j'ai accueilli cela. Pourquoi? Parce que cela rentre très bien dans le cadre d'une économie de guerre. Parce que nous sommes en guerre et dans une économie de guerre, il faut travailler à ce que l'industrie fonctionne et le travail est en train d'être fait. Il faut travailler à ce qu'effectivement on puisse faire des économies d'échelle pour pouvoir financer effectivement cette guerre. Et une telle mesure contribue grandement à faire des économies d'échelle dans la dépense publique. Et comme vous avez observé, il y a des efforts de contribution pour effectivement la fin de cette guerre. Et c'est des individus qui puissent dans leur économie propre pour le faire. Alors ça ne vient pas d'ailleurs. Ça vient effectivement du panier du ménage. Alors que ce même panier du ménage contribue pour beaucoup dans la santé. Et alléger effectivement, ainsi par la réduction des prix, allège effectivement le panier, permet effectivement une meilleure contribution. Mais il y a aussi un paramètre qu'il ne faut pas oublier. Beaucoup de nos concitoyens sont en train de perdre la vie ou à la limite dégrader considérablement leur santé en consommant des produits de la rue. Et ils consomment effectivement ces produits de la rue aussi très souvent par manque effectivement de moyens, parce que l'accessibilité, la disponibilité financière à ces produits pose problème. Ce n'est pas souvent que c'est un choix. Sans oublier qu'il y a un autre problème qui est celui de l'accessibilité des produits même et la disponibilité des produits. Et prendre cette mesure suppose qu'il y a eu une concertation entre les différents partenaires dans la chaîne de distribution. Vous prenez par exemple, il y a la régulation, il y a une agence qui s'en occupe, il y a la CAMEC qui produit ou qui commande en quantité, et cette concertation permet également de s'assurer qu'il y a une stabilité dans la durée au niveau de la mise en œuvre effectivement de la mesure. C'est tout ceci qui a fait effectivement que... mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des cadres dans lesquels effectivement ça rentre très bien et j'ai beaucoup apprécié cela. Si vous prenez par exemple l'initiative de Bamako, et l'initiative de Bamako c'est depuis si vous montez à 87, vous prenez effectivement la décision, la déclaration des Nations Unies qui dit effectivement que la santé universelle doit être effectivement quelque chose qu'on doit promouvoir. C'est quelque chose effectivement qui est, si vous prenez en compte l'appel de Monrovia, qui est encore récent, c'est en 2023, et qui a été bien ressorti dans ce que Madame peut-être peut nous éclairer davantage, ce qu'on appelle la stratégie de la santé au Burkina Faso de 2024 à au-delà. Vous voyez effectivement que c'est quelque chose qui a été bien pensé, c'est quelque chose qui s'inscrit au niveau des priorités nationales en matière de santé, mais aussi des recommandations internationales et régionales. Donc c'est ce qui fait que j'ai bien apprécié cela. Docteur Estelle Edith Dambélé, dites-nous un peu comment s'est fait le choix des produits qui ont été ciblés pour connaître cette réduction.
Merci bien, madame. Merci au nom du ministère de la Santé pour l'opportunité de pouvoir encore revenir sur cette mesure qui est très importante, je dirais même salutaire, même si des efforts continuent pour la santé des populations. Le choix des médicaments a été fait en ciblant les médicaments, les médicaments les plus utilisés, les médicaments qui grèvent le budget des ménages. Et en matière de santé, on parle de dépenses catastrophiques de santé. C'est les dépenses difficiles, voilà, pour les familles parce qu'elles s'empêchent de gérer certains impondérables parce qu'on est face à l'urgence, on est face à la question de santé. Et donc, les familles payent beaucoup le tribut du coût des médicaments. Et donc, ces médicaments ont été ciblés. Il y en a, bien sûr, les coûts ont été vraiment réduits. Il y en a un peu moins, comme le paracétamol, l'amoxicilline. Ils sont des médicaments qui sont au quotidien sur les ordonnances des patients. Il y a des médicaments qui sont utilisés sur une longue durée, comme les antihypertenseurs, tels que le captopril. C'est un médicament générique qui est beaucoup utilisé en première ligne. Et donc, vous savez, quand on est hypertendu ou diabétique, bon, ce n'est pas des médicaments de traitement de 2 ou 3 jours. C'est pratiquement à vie. Sur du long terme. C'est sur du long terme. Et donc, ces médicaments, ce type de médicaments a été ciblé. On a ciblé aussi des médicaments au coût élevé, comme le sérum antivénimeux, qui coûtait 23 000 francs à peu près la dose, qui est passé à 2 000 francs. Et donc, voilà, il y a une commission, un comité technique au niveau du ministère qui est coordonné par l'ANRP, qui a regardé et qui a proposé ces réductions à au comité national de fixation des prix qui a aussi étudié et validé cette liste de médicaments dont les coûts ont été revus à la baisse. D'accord. Alors, docteur Hyacinthe, est-ce que vous partagez l'avis de Madame Dambélé que ce sont des produits qui touchent aux besoins essentiels de la population? Oui, merci bien pour la question. Je crois que ce sont des mesures salutaires, comme elle a eu à le souligner, parce que n'oublions pas que nous sommes dans un contexte sécuritaire, un contexte difficile, contexte de guerre, oui, où les populations payent déjà un lourd tribut pour supporter même l'effort de guerre, où on a beaucoup de familles qui sont des déplacés, des populations déplacées internes, où certaines familles qui ne sont pas aussi déplacées ont accueilli d'autres personnes qui sont venues d'ailleurs. En un mot, les populations passent par des périodes difficiles. Donc, ce qui fait que de telles mesures sont salutaires parce qu'elles allègent le poids qui écrase donc les populations, surtout quand certaines maladies, comme elle a souligné, sont des maladies chroniques dont on ne sort pas facilement. Il y en a même, on les traîne toute la vie. Donc, je crois que c'est aussi des mesures, quand on regarde, qui sont ciblées vers les masses. Parce que quand on considère donc ces maladies telles que les insuffisances rénales et autres, on voit une forte réduction. Quand on parle donc des médicaments donc antivenimeux et autres, ça ce sont les masses. C'est vrai qu'à Ouagadougou, on peut être victime de cela, mais le plus souvent ce sont les masses, ce sont les populations rurales. Donc je crois que ce sont des mesures, à mon sens, très salutaires, parce que ça va aussi permettre à ces populations-là, non seulement de faire face à ces cas donc, de maladie, mais aussi de pouvoir s'occuper d'autres besoins qui écrasent les populations et qui ont en tout cas besoin d'être pouvoir traités orienter avec leurs ressources financières. leurs ressources donc vers d'autres domaines. Et c'est salutaire aussi à mon sens parce que nous sommes dans un contexte de révolution. On aime dire que il faut un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. C'est ça aussi l'expression de la révolution. Penser aux masses populaires, parce que beaucoup, comme on a tellement de gens qui sous-estiment la portée de la révolution, qui nous disent que non, c'est un discours creux. Ce sont des mesures qui montrent, qui sont même l'expression de la révolution. L'expression donc de la rupture impulsée par donc le pouvoir en place. C'est-à-dire, on n'a jamais vu ça
crois que depuis l'an passé, on avait déjà vu les questions d'insuffisance rénale qui sont passées de 500 000 à pratiquement la gratuité. Je crois qu'on va revenir dessus. Mais ce sont des mesures qui prouvent que la RPP n'est pas un discours creux. Il y a du contenu, il y a du pragmatisme et c'est orienté vers donc, les masses populaires, permettre au peuple d'être sain parce que la révolution, c'est aussi avoir un peuple en bonne santé pour supporter la facture qu'impose la révolution. Alors, Serge Imhotep Bayala, quel est votre avis sur la question? Oui, je pense que c'est une mesure qui vient harmoniser même la vision de rupture, comme Dr Hyacinthe est en train de le dire. Parce qu'une chose est de dire que la révolution ne doit pas faire peur, elle doit plutôt rassurer. Et pour qu'elle puisse rassurer, il faut des mesures d'un impact social fort pour ne pas que les citoyens aient peur des transformations radicales ou de ce qui pourrait paraître. C'est-à-dire quand on produit une transformation radicale, elle a une finalité qualitative. Elle ne vise pas à opprimer, elle vise à améliorer le vécu. Et ces mesures viennent montrer qu'il n'y a absolument pas à avoir peur du mot révolution, mais aussi ça vient montrer que une telle dynamique politique est suffisamment préoccupée par les dimensions de justice sociale. Dieu seul sait combien sont ces citoyens obligés à la maison de contempler la maladie les ronger. Ce n'est pas le manque d'information qu'il y a un centre de santé ici et là. Ce n'est pas le manque d'information, le manque de moyens pour aller à un centre de santé qui pose problème, mais serais-je en capacité de payer l'ordonnance? Et je pense que cette même question taraude l'esprit du soignant, du médecin ou de l'infirmier, parce que le tout n'est pas de prescrire une ordonnance, le tout n'est pas de remettre à un malade une ordonnance qu'il ne peut pas amortir. Et Dieu seul sait combien de malades, ayant l'ordonnance et ayant été à la pharmacie, reviennent vers le médecin pour lui dire que c'est excessif. Et Dieu seul sait le poids psychologique et moral que ça représente pour le soignant, mais aussi pour le malade, de se retrouver dans une situation de double inconfort où on est obligé certainement de mobiliser le reste des énergies pour le cercueil ou pour le linceul. Cette situation extrêmement catastrophique expose et nous amène à nous questionner sur le paradigme de santé. Est-ce que nous avons suffisamment questionné et à la fois les infrastructures, et à la fois les consommables, et à la fois le personnel, et finalement, quel type de résultats nous voulons atteindre? Est-ce que nous prenons le malade comme quelqu'un qui va venir financer le système de santé, comme l'a voulu les programmes d'ajustement structurel, ou bien le malade jusqu'à 1970, c'était l'État qui fournissait les soins de façon gratuite. Ou bien on reste dans ce paradigme en se disant qu'il faut quelqu'un pour prendre en charge la santé publique, mais qui récupère la valeur de cette santé donnée au patient par le travail qu'il va faire. Parce que étant en bonne santé, il est une charge économique, il est un poids. Il est productif pour l'État. Et quand on a abandonné ce paradigme qui a évolué jusqu'à 1970, on est tombé dans les paradigmes des organisations internationales, dont l'OMS et l'initiative de Bamako évoquée, tenue en 1987. Et en 1980 déjà, il y avait la réflexion en disant, mais les États n'arrivent pas à avoir des centres de santé partout. Donc pour résoudre la question d'accessibilité, la question de rapprochement des centres de santé des populations ayant besoin, il faut décharger l'État de sa responsabilité de veiller sur la santé des citoyens et demander à ce qu'il ait un paradigme qui consiste à ce que l'État se fasse suppléer par le patient. Que ce soit le patient qui contribue au fonctionnement en payant la consultation, la prescription et en payant l'administration de soins. Et ce paradigme, effectivement, aujourd'hui, il n'est pas donné à tout citoyen malade de s'offrir le luxe
d'acheter ces soins. Et donc, en agissant sur les consommables populaires, les consommables les plus convoqués et les plus administrés, comme la conseillère technique vient de l'évoquer, je pense qu'on vient effectivement rendre réel quelque chose qui faisait partie des politiques publiques qui disait qu'il fallait rapprocher, il fallait rendre la santé accessible. Est-ce que la santé peut être accessible lorsqu'il y a des centres de santé partout et dont les coûts d'administration des soins restent de l'ordre du précieux? D'accord. Alors, Gervais Nadambega, on sait que tout ceci est coordonné au niveau donc de la CAMEG. Et l'une des inquiétudes aussi qui se pose, on a eu à voir à plusieurs reprises cette institution être victime d'incendies avec des pertes de tout ce que l'on sait. Comment on fait justement pour s'assurer que ce genre de choses ne va pas se reproduire et par ricochet poser en tout cas un problème de disponibilité des produits à la population? C'est une question que je vais adresser à Madame Dambélé, mais je vais vous permettre de dire un mot là-dessus avant que, voilà, comme elle est du ministère de la Santé. Moi, je vais aller sur la question politique. Madame reviendra certainement sur la question technique. Oui, mais il y a cette inquiétude qui se pose, n'est-ce pas? Oui, non, justement, je reviens effectivement sur ça. Ça va aborder cette inquiétude. D'accord. En fait, nous avons sorti tous les bénéfices de cette réduction. Mais il faut se dire qu'il y a des défis. Les défis, c'est lesquels? C'est comment baisser sans affecter la capacité des laboratoires, la capacité des structures de recherche à continuer effectivement d'avancer, parce qu'il ne faut pas que dans la chaîne, effectivement, il y ait un élément, un maillon qui soit lésé. En position de faiblesse. Et s'il y avait une enquête rigoureusement faite sur les incendies de la CAMEG, j'anticipe que on s'apercevra qu'il y en avait beaucoup qui étaient de l'ordre criminel. Exactement. Et pourquoi je dis de l'ordre criminel? De l'ordre criminel parce que, il y a que certainement des malversations qui se faisaient en sorte que des stocks ou des documents demandaient à disparaître, parce que nous passions d'un système d'irresponsabilité dans la gouvernance à un système rigoureux, strict, qui veut savoir effectivement qu'est-ce qui se passe pour responsabiliser. C'est ça. Et les gens font perdre effectivement ce niveau de responsabilité ou ces outils qui peuvent permettre effectivement de situer les responsabilités. Mais il y a aussi que derrière, il y a des gens qui veulent, parce que vous savez que la CAMEG est passée de la structure effectivement privée, semi-privée, à une structure étatique. Oui. Et à partir du moment où ça devient une structure étatique, il y a des actionnaires qui se sucrent très bien, qui se disent maintenant comment on fait? On a tué effectivement la poule aux œufs d'or. Donc il faut montrer que ça ne marche pas. Et c'est comme même au plan général au niveau politique aujourd'hui. Ce n'est pas, si vous regardez, que l'on n'apprécie pas les qualités de ce qui sont, des initiatives qui sont prises. Mais il y a beaucoup qui sont encore à la traîne, qui préfèrent le statu quo, parce que c'est dans le statu quo qu'ils peuvent effectivement s'en sortir. Donc, c'est la même chose également ici. C'est-à-dire, les gens se disent, non, si ça réussit, ça va crédibiliser effectivement le système en place, et alors que nous voulons effectivement qu'il y ait un soulèvement tout de suite, parce que nous voulons effectivement revenir à notre système électoraliste, nous voulons revenir à un système effectivement où tous ceux qui ont pillé, volé, qui ont géré à la caverne d'Ali Baba, ils se trouvent aujourd'hui dans une situation où ils ne peuvent même pas faire face aux charges effectivement des ménages, ne parlons pas effectivement des ménages et maîtresses, se disent, là il faut qu'ils échouent. Donc il y a tous ces aspects qu'il faut considérer et inviter effectivement, et c'est là effectivement que vous posez la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut sensibiliser beaucoup, parce que vous avez un gros boulot à faire. Ça commence ici, mais ça doit se poursuivre de façon en cascade jusque dans les petits hameaux, pour que les gens comprennent ce qui est en train de se passer là, vous appréciez, mais ce n'est pas apprécié par tout le monde, et voilà effectivement les conséquences, voilà effectivement les défis. De sorte que, comme les gens n'ont pas réussi à faire effectivement, créer la rébellion, en s'appuyant effectivement sur la fibre ethnique, qu'ils n'arrivent pas à mettre en panne le processus en cours, parce qu'effectivement d'autres personnes les ont manipulés. Ça c'est un. Secondo, vous savez que
si on repart dans le système effectivement du président Compaoré, il avait eu une brillante idée qui était noble, c'est-à-dire de faire en sorte que la femme enceinte et les enfants de moins de 5 ans puissent avoir une forme de gratuité. Mais une chose est de prendre une mesure, une autre est de travailler avec responsabilité, rigueur, avec des hommes de qualité pour permettre effectivement à ce que ça se réalise. Ce n'est pas pour rien qu'il a proposé la solution et que la solution est devenue une promesse d'ivrogne. C'est devenu une promesse d'ivrogne parce qu'il n'y avait pas les hommes qu'il fallait, il n'y avait pas effectivement la vigilance et la responsabilité qu'il y avait pour effectivement conduire ça. Donc, bravo au système en place pour la mesure, bravo au ministère effectivement de la Santé et aux différents maillons qu'on a cités ici, tels que l'agence de régulation, tels que la CAMEG, effectivement, d'avoir contribué à ça. Mais il faut du suivi, il faut de l'accompagnement pour que ceux qui sont en train de perdre objectivement puissent comprendre qu'à la longue, ils peuvent récupérer. Et là, vous faites cas de certains partenaires qui pourraient se retrouver lésés avec la mesure. Oui, mais je dis bien que, en fait, nous avons sorti des situations, les caractères positifs qui sont pertinents, mais il ne faut pas oublier qu'il y a effectivement des compromis qui sont faits quelque part, il y a des réductions qui sont faites quelque part, c'est-à-dire au niveau nécessairement des laboratoires, la recherche, etc. Mais ce qui est bien ici, merci de l'avoir, ce qui est très bien ici, c'est qu'il y a déjà eu de l'anticipation post-sérieux. Par exemple, vous voyez que même dans la baisse des prix, il y a les catégories. Par exemple, pour ce qui est des comprimés, j'ai regardé les comprimés, la formule comprimée est encore beaucoup plus réduite que, par exemple, parce que je me dis que nous en produisons aujourd'hui beaucoup. OK. Si vous regardez, on fait la différence entre effectivement les structures publiques et les dépôts. Et les dépôts, ce n'est pas des pharmacies, madame, si vous confirmez. C'est effectivement dans les zones, la plupart du temps, rurales. Et dans les zones rurales, on sait effectivement que ceux qui sont là-bas, ce n'est pas toujours des gens qui ont le pouvoir d'achat élevé. Élevé, oui. Et donc, si vous regardez, c'est de l'ordre effectivement de 1% à 5% à ces niveaux. Au niveau des dépôts, pendant que nous sommes déjà à l'ordre effectivement de 5% au niveau des structures publiques. Et comme ça a été déjà relevé ici, si vous prenez effectivement les vaccins, vous partez effectivement de près de 22 800 à 2000. Et puis il a dit, vous prenez effectivement, je ne vais pas revenir dessus, c'est juste dire que je loue effectivement cette capacité d'analyse, de discernement dans la mesure, mais continuons effectivement dans ce sens. Et accompagner même celles, en parlant des structures, qui peuvent être effectivement, dans une certaine mesure, touchées un peu. D'accord. Docteur Hyacinthe Ouedraogo, votre avis par rapport à cette situation d'incendie dont nous avons entendu parler à plusieurs reprises au niveau de la CAMEG. On aimerait bien que cela ne se reproduise pas et que cela vienne justement porter un impact négatif sur la mise en œuvre de ces décisions. Oui, je crois qu'effectivement que c'est une menace à prendre au sérieux, comme nous l'avons déjà vécu. Mais je crois qu'on regarde aussi de la fermeté politique au sommet de l'État actuellement. Je crois que nous pouvons être à l'abri de telle situation. Je crois que tout dépend de la dynamique qu'on impulse. Tout dépend aussi de l'orientation que donne l'État. Sinon, ce que le grand frère a dit, je suis parfaitement d'accord. Il y a tellement de partenaires, il y a tellement d'enjeux, que ce soit au niveau interne au Burkina Faso comme au niveau externe. Parce que le système de santé, c'est aussi un système de chaîne. On ne décide pas seul, nous ne vivons pas donc en autarcie. Il y a des réalités internationales qu'il faut prendre en compte. Mais avant tout, c'est aussi des questions de politique nationale. Et c'est à l'État de donner le ton et l'orientation qu'il faut. Et d'amener tous les partenaires dans une synergie d'action pour que la vision du chef de l'État, le contenu de la RPP soit respecté. Parce que tout le système de santé, c'est au bénéfice des populations. C'est vrai, il y a des partenaires qui en bénéficient, il y a tellement donc d'engagement, mais avant tout, c'est orienté pour le bonheur du peuple. Voilà pourquoi on dit progrès social.
Donc, à mon sens, c'est à l'État d'avoir tous les leviers possibles, des mesures dissuasives et aussi tout ce qu'il faut comme organisation pour accompagner cette mesure-là, pour qu'elle ne soit pas victime de sabotage. Parce qu'on sait depuis la révolution sankariste que quand certains acteurs, quand certaines élites ne sont pas impliquées, leur premier réflexe là, c'est le sabotage pour qu'on prouve que nous n'avons pas échoué parce que nous ne voulions pas, mais c'est parce que nous ne pouvons pas et vous aussi vous ne réussirez. Donc ces mesures, c'est à saluer. Les incendies qui sont arrivés donc, au niveau donc, de la CAMEC les fois passées, je crois que ça a été une mauvaise histoire qui nous suit, mais je crois qu'aujourd'hui on peut prendre toutes les mesures pour éviter qu'on en arrive là. Sinon, si ces mesures ne sont pas prises, on peut arriver à des situations qui soient même pires que cela, parce que les Burkinabés, qui ne sont pas pour la révolution, qui ne sont pas pour la perte des paradis qui avaient donc été déjà acquis, feront tout donc pour arrêter donc la dynamique. D'accord. Serge Imhotep, je vous permets de dire un mot sur la question avant que Madame le docteur Dambélé nous dise ce qui est fait, ce qui est pris comme disposition pour éviter de telles situations. Oui, vous savez que c'est de l'argent qui est en jeu. Il y avait des gens qui jouissaient de cette manne et qui, aux côtés de la CAMEG, soit sont des actionnaires ou soit des partenaires qui fournissaient tel ou tel consommable et tout ça. Et lorsque l'État veut affirmer sa souveraineté, son autorité dans un domaine aussi stratégique que la fourniture de santé, l'accessibilité des produits que fournit la CAMEG, les produits génériques, il va de soi de tenir compte de cette variable des forces contraires dont le confort est en passe d'être bousculé. Ces forces contraires ne vont pas s'asseoir et applaudir des deux mains et saluer une mesure qui remet en cause leurs intérêts égoïstes, leurs intérêts personnels et individuels. Et ils ne sont pas là dans leur paradigme pour se préoccuper de la masse. Leur paradigme, c'est combien ils encaissent après chaque opération. Et donc le paradigme, c'est très différent. C'est pas combien de personnes qui arrivent à acheter les médicaments que nous fournissons à la CAMEG, c'est pas combien de personnes qui ont même la capacité d'acheter, c'est combien nous encaissons à chaque saison de récolte. Et bien évidemment, quand l'État décide d'affirmer sa souveraineté dans un secteur aussi stratégique dont il n'a pas la totalité du contrôle parce que nous continuons à être influencés par les consommables venant d'ailleurs, et vous savez, les lobbies sont capables de déclencher une guerre, une rébellion à partir d'une question de paracétamol. Et parce que le grand marché du paracétamol étant menacé, celui qui contrôle la manne financière issue de ça et ce que ça lui procure, il est capable de tout. Donc c'est à nous, et j'imagine que les techniciens du ministère ont tenu compte de cette dimension des forces contraires qui peuvent exister et qu'au niveau politique, ceux qui ont pris la décision ont par action préventive tenu compte de tous ceux qui gravitent autour de cette poule aux œufs d'or là, afin de ne pas ignorer ou minimiser les risques. De toutes les façons, nous avons vu que ces incendies antérieurs, en tout cas, jusque-là, je ne pense pas qu'il y a eu des dossiers de justice qui sont allés au bout et qui ont situé les responsabilités. Mais quand on regarde de près, on se pose bien la question, est-ce que ce n'était pas des actions pour faire disparaître des documents qui peuvent compromettre le devoir de redevabilité et le devoir de transparence dans une gestion? Et parce que on a vu des choses similaires qui se sont produites et là où on pensait que c'était le feu du Saint-Esprit, on s'est rendu compte que c'était un feu des mains d'hommes et de femmes qui voulaient échapper à des contrôles rigoureux de l'État et étant conscients des malversations dont ils ont été auteurs par anticipation. Si c'est le feu qui a brûlé, bon, et les enquêteurs et la personne, c'est les responsabilités qui sont dissimulées. Et donc, on peut échapper aux mailles de la gouvernance. Et c'est pour cela que les actions préventives qu'il évoquait doivent concerner et les infrastructures pour s'assurer que les bâtiments à l'intérieur desquels ces médicaments sont stockés,
l'administration qui gère la comptabilité, que le bureau du comptable est à l'abri des incendies. S'assurer par tous les moyens de technologie de dernière génération que le bureau du comptable ou le bureau de du gestionnaire ne peuvent pas, même par cas de cataclysme, être objet comme on appelle ça, d'incendie. Et le dernier élément de précaution, comme c'est sensible, et comme l'État veut résoudre une question d'accessibilité des produits pour réhabiliter son image vis-à-vis des populations à qui il a promis le progrès, il faut gérer ça comme un domaine sensible. Prendre les dispositions de contrôle les plus réguliers, mais aussi de dispositions de dissuasion, tel un dispositif de sécurité qui permet, comme Brafasso qui est en train d'être construit, j'ai vu qu'il y a un dispositif militaire qui est sur place et qui s'assure que les sacs de ciment ne quittent pas les lieux la nuit. Le docteur va mieux nous expliquer un peu ce qui a été fait. Rapidement, docteur Hyacinthe, vous voulez apporter une réponse? Deux éléments. Le premier élément, c'est, comme c'est aussi une question de subvention, je crois que, si j'ai bien lu, il semble que ça va de l'ordre d'une subvention de 5 milliards par année. Je ne sais pas si c'est ça. Donc, je crois que c'est aussi une question de capacité financière de l'État. Oui. Que ça ne soit pas une mesure qui sera interrompue dans 2 ou 3 ans, mais que l'État s'assure que chaque année, il sera à mesure qu'il y ait une continuité. Une contribution donc, dans cette subvention-là. Le deuxième élément, on sait au Burkina Faso le plus souvent, les mesures punitives jouent vraiment un rôle d'éducation, un rôle pédagogique. Donc ici, pour que ça marche, dès les premières défaillances-là, il faut que les premiers coupables soient traités comme il se doit pour que cela serve le cas d'exemple. Sinon, si les premiers cas de malversation ou en tout cas de mauvaise gestion sont tolérés ou bien gérés avec laxisme là, ça va donc exploser. Alors, docteur Estelle, on s'en remet à vous maintenant pour savoir ce qui est fait et ce qui est prévu. Voilà. D'accord, merci bien. Avant d'aller sur la question des mesures sur les incendies, je voudrais rappeler que la mesure concerne effectivement les médicaments génériques fournis par la CAMEG sur le circuit des formations sanitaires publiques ou conventionnées. Voilà, donc ce n'est pas, si vous allez dans une pharmacie privée, vous pouvez trouver des prix différents. Aux clients, aux patients maintenant de savoir que dans les formations sanitaires publiques, les prix ont diminué et de pouvoir donc faire le choix. Et donc pour s'en procurer, il faut se rendre dans les formations sanitaires publiques. Voilà, qui ont des dépôts et dans les pharmaceutiques au niveau des CSPS, des hôpitaux, etc. Et ça, c'était important. Concernant les mesures pour rendre durable, effectivement, cette mesure de baisse des prix et même la renforcer, parce que c'est l'objectif aussi, c'est de ne pas s'arrêter là. Voilà, depuis que le chef de l'État est à la tête du pays, et ses instructions, sa volonté, c'est de réduire au maximum les charges des familles concernant la santé. Et vous avez suivi toutes les mesures qu'il y a eu avant, cette mesure sur les médicaments. Et donc, certainement, et à coup sûr, d'autres mesures vont venir. Et même sur les médicaments, nous espérons que les années à venir, en continuant les analyses, on va pouvoir encore toucher plus de médicaments ou réduire encore mieux certains coûts. Les incendies, on en a connu pas seulement à la CAMEG, c'est la CAMEG, c'est le niveau, on va dire, central. Il y a aussi, il y a eu des incendies à d'autres niveaux, au niveau des dépôts répartitaires, des dépôts au niveau des CSPS. Malheureusement, dans la plupart des cas, on n'a pas reçu des rapports avec des résultats qui disent de façon claire ce qui s'est passé, si c'est criminel ou pas. Bon, souvent, c'est des suspicions. Mais les enquêtes peuvent, comme c'est la justice, ça peut prendre du temps. Souvent, c'est des années après que des informations peuvent... Oui, en tout cas, les dossiers sont engagés. Voilà, les dossiers sont engagés et c'est ce qui est important. Pour la CAMEG, proprement dite, on n'a pas, effectivement, pas à ma connaissance, sur les derniers incendies, notamment le grand dépôt de la CAMEG.
Donc, en tout cas, les dossiers sont en cours. Mais le ministère, sous l'instruction du gouvernement, n'a pas attendu et n'attend pas. Dès les incendies il y a 2 ans, où il y a eu toute une série, le ministre de la Santé a donné des instructions pour renforcer les mesures anti-incendie, avec l'apport de la brigade des sapeurs-pompiers qui a sensibilisé, formé encore les structures techniques. Et il y a beaucoup de dispositions que les structures ne maîtrisent pas. Parce que dans le paquet de formation, ça ne ressort pas suffisamment. Donc le ministre de la Santé a donné l'instruction de former, de créer des points focaux au niveau des structures pour surveiller, pour vérifier que les mesures sont bien en place, ou bien faire appel aux personnes ressources, faire des rapports pour demander ce qu'il faut pour renforcer les équipements. Il y a eu même des apports financiers pour renforcer ces mesures, y compris l'installation de caméras de surveillance et tout ça. Beaucoup n'en disposaient pas. Donc petit à petit, le ministère est en train d'essayer de renforcer avec ses moyens et les appuis ce côté-là, en entendant maintenant toutes les autres dispositions sur le plan légal ou au niveau de la justice. Et il y a aussi que M. Gerbel a dit, il y a les réformes, la réforme notamment de la CAMEG, qui est maintenant une société d'État. Donc le statut a véritablement changé et ça a permis à l'État d'avoir vraiment la même mise sur la gestion de la CAMEG. Beaucoup de choses sont en train d'être reformées à l'intérieur, pour réorganiser vraiment. Il y avait c'était pas les mêmes procès, c'était pas une gestion semi-privée, associative et tout. Ce n'est pas la même chose qu'une gestion étatique. Donc il y a une grande réorganisation qui est en train de se faire et il y a déjà des économies qui sont en train de se faire et ça permet de renforcer cette soutenabilité-là pour supporter ce poids à la place des populations. Par exemple, une estimation de ces récentes mesures montre que ce n'est pas moins de 4,8 milliards que l'État supporte. À la place des ménages, sur tout le circuit. La CAMEG faisait des bénéfices. Faisait des bénéfices. Elle a réduit ses bénéfices. Sur toute la chaîne, jusqu'au niveau de la formation sanitaire, il y avait des marges de 10 francs, 25 francs, 30 francs qui ont été réduites. Et donc, c'est l'État, avec ses démembrements, qui supporte cette réduction-là. Et c'est une estimation basique a donné 4,8 milliards. Et certainement, c'est un peu plus. Et donc, ce sont des mesures qui sont prises, mais sur la base vraiment de gros efforts en bas, au niveau des démembrements du système, du gouvernement, du système de santé. Il faut dire aussi que, concernant les partenaires, ceux qui peuvent être lésés par la mesure au niveau du privé, c'est sûr que c'est des mesures qui réduisent aussi les marges bénéficiaires. Si le client a la possibilité d'aller où c'est moins cher, ça fait moins de clients de l'autre côté. Mais on pense que les pharmacies privées, les autres ne vont pas tellement souffrir parce que là, il y a beaucoup de Burkinabés quand même qui vont continuer à aller là-bas. Mais le chef de l'État a visé les populations les plus vulnérables au niveau rural. Comme vous dites, il n'y a pas de pharmacie privée, il y en a très peu. C'est leur source d'approvisionnement en médicaments. Ce sont les CSPS, ce sont les CMA et autres. Donc, c'est vraiment viser cette cible-là. Ça ne veut pas dire qu'on coupe vraiment les revenus du secteur privé parce qu'ils font partie aussi du justement, système. mais qu'est-ce qui est fait pour garantir la disponibilité de produits, qu'il n'y ait pas de rupture? Parce qu'en cas de rupture, la population va se rabattre encore sur les pharmacies privées. C'est vrai, ça c'est un gros défi qui est là. La CAMEG aussi travaille beaucoup sur la question. Et avant même de prendre la mesure, justement, le ministre de la Santé avait donné l'instruction de faire une analyse
pour essayer de ramener, parce qu'on avait vraiment, on était en train de, vu la situation sécuritaire et les trafics, voilà, parallèles aussi, qui ont été découverts. Il y a eu des gens qui sont en prison, monsieur, voilà. Dans les provinces, il y a eu des trafics qui ont été, voilà, découverts grâce à la collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Voilà. Et donc, on avait constaté vraiment une baisse en matière de disponibilité physique des médicaments dans beaucoup de dépôts, surtout dans les zones à défi sécuritaire. Donc, avant de prendre la mesure, il y a une étude qui a été menée et il y a des dispositions qui ont permis de façon effective d'avoir une disponibilité de 3 mois, passant sur 45%, je pense, si je ne me trompe pas des chiffres, de disponibilité à 75%. Et nous, avec les mesures que nous suivons, nous pensons que d'ici fin juin, nous allons passer à 90% de disponibilité des médicaments qu'on appelle traceurs. Traceurs, c'est eux qui permettent de savoir si effectivement l'essentiel des produits utilisés là est disponible. Donc il y a ce travail qui a été fait et qui a permis à l'État d'être assez voilà, sûr de lui, comme on aime dire dans la rue. En tout cas, d'accord. Voilà, alors, on comprend cette mesure. Alors, je voudrais juste une dernière question au docteur Dambélé avant de revenir à vous, monsieur Bayala. Est-ce qu'il était impossible de travailler avec les pharmacies privées? Parce que je vois que, comme vous le dites, c'est au niveau des structures sanitaires publiques que les médicaments seront disponibilisés. Alors, avec les pharmacies, c'est une accessibilité plus facile pour les populations parce qu'elles semblent être les plus nombreuses. Pourquoi avoir choisi de travailler uniquement avec les structures sanitaires publiques? Est-ce que c'est pour une question de contrôle des prix? Et si oui, est-ce qu'il était impossible d'avoir ce respect des prix-là avec les pharmacies privées? Oui, bon, ce n'est pas impossible, mais c'est assez complexe parce que le secteur privé a on va dire, ces processus et ces sources d'approvisionnement qui ne sont pas maîtrisées par l'État. Donc cette mesure, nous sommes sûrs qu'au niveau de l'État, des structures étatiques, elle va bien marcher. Bien sûr, il va falloir, on a déjà commencé à contrôler, superviser, sanctionner. Et il y a tout un système de digitalisation qui est en train de se mettre en place aussi pour voilà, avoir un regard sur ça. Pour avoir, voilà, ça permet de maîtriser voilà, les processus et puis d'éviter les fraudes et tout ça. Et donc, pour les pharmacies privées, c'est un peu plus compliqué parce que c'est une forte négociation, ça prend du temps. Et ce n'est pas exclu. Les pharmaciens même ont bon, je crois au moins un, je ne suis pas sûre. En tout cas, ils sont représentés dans le comité de fixation des prix, indépendamment de la NRP qui est composée de pharmaciens, de la CAMEG, la Ligue des consommateurs, les structures techniques du ministère de la Santé. Ils ont travaillé, mais les pharmaciens ont été représentés en tant que structure, comment on va dire, société civile dans le processus. Donc, ils ne sont pas contre. Mais comme je dis, pour aller jusqu'aux pharmacies privées, il faut encore beaucoup de discussions. Et puis, mais je pense que progressivement, on va certainement toucher à certains médicaments. Et on le tente depuis sur certains médicaments qui sont très chers, des spécialités. Et donc, ce n'est pas fermé qu'aux structures publiques, mais pour le moment, ce sont les structures publiques qui vont, voilà, se respecter qui cette vont mesure, opérationnaliser la mesure. D'accord. Serge Imhotep Bayala. Oui, moi c'est d'ailleurs notamment sur ça, parce que la grosse inquiétude du caractère véreux de certains agents de l'administration publique et ou ceux qui ont en charge certains leviers de l'État, c'est de se transformer en des marchands. Et c'est un risque très important qui peut faire capoter une mesure aussi salutaire et visionnaire, suffisamment courageuse et qui coûte à l'État la somme patriotique d'environ 5 milliards. Donc on ne peut pas s'amuser à injecter 5 milliards à l'effet que les produits soient accessibles et qu'on ne s'entoure pas de toutes les précautions indispensables à l'effet
que des marchands ne se cachent derrière certains prétextes fabriqués pour rendre rares les produits qui sont frappés par la subvention, absents dans les pharmacies de l'État, et qu'ils soient plus présents dans les pharmacies privées. Parce que c'est la même ligne quand on observe les soins de santé publique. Et avec l'implosion des dispositifs privés de santé, que ce soit les cliniques et tout le reste, vous arrivez en tant que demandeur de soins publics dans un centre public, alors vous avez un rendez-vous qui peut prendre selon les exigences, parce que le spécialiste, il peut se retrouver à être un, donc en termes de charge de travail, c'est exigeant. Donc pour recevoir dans un centre de santé publique, il lui faut peut-être sur 1 mois, sur 2 mois, alors que la pathologie du malade est en train de s'aggraver au jour le jour. Mais on lui fait une offre alternative, mais qui sera fournie, le même service est fourni par le même médecin, mais dans un centre de santé privé. Oui. Est-ce qu'on ne va pas, il n'y a pas le risque que nous retombons dans les mêmes écarts parce que le médicament subventionné pour le citoyen lambda, quand il va à la pharmacie, ce médicament n'y est pas, mais quand il va dans une structure de pharmacie privée, c'est présent. Et elle a soulevé quelque chose de très important. Il y a dans le dispositif actuel que nous avons plus d'initiatives privées de fourniture de médicaments, y compris par exemple les nuits, les pharmacies de garde et tout, que par les dispositifs publics. Donc, je souhaite véritablement qu'il y ait un arbitrage rigoureux pour que le sacrifice et l'engagement du chef de l'État ne soient pas boycottés ou remis en cause par des réflexes paresseux, des réflexes capricieux de certains agents de l'État. C'est important. Docteur Hyacinthe. Ok, c'était donc dans la même veine d'idée. Oui. Je crois qu'il faudra vraiment que l'État ouvre les yeux, parce qu'on se rappelle, sous le MPP, le président Roch avait une mesure qui visait donc la gratuité pour les enfants et autres. Les femmes Mais cette enceintes. mesure avait été aussi, à quelque part, victime de malversation. On avait parlé entre-temps de la manipulation des dépôts, où certains agents s'étaient permis de soutirer certains produits destinés aux enfants dans les centres publics. Et c'était comme... c'était mystérieux. Il fallait faire des enquêtes profondes. Moi, j'en ai parlé dans mon livre, un de mes livres en 2019, Le rêve burkinabé. J'ai réservé 2 pages pour parler de cette question, parce que les journaux en avaient parlé. Moi, j'avais exploité donc l'information. Donc, les pharmacies, les dépôts étaient victimes de manipulation. Et cela se retrouvait certainement. On soutire ça à un faible coût, au niveau donc, ou bien de façon gratuite dans les centres de santé publics. Oui. Et ça se retrouve dans des pharmacies où certains donc engrangent des bénéfices. Donc je crois que l'État doit ouvrir les yeux pour éviter cela. La question est très importante. On a relevé effectivement les problèmes. Moi, je veux donner des pistes de solutions. Et en partant de ce qui semble être progressivement maîtrisé et qui pose la même problématique. Prenez la SONAGES. Oui. La SONAGES visait quoi? Apporter effectivement le mil, le maïs, Oui. à un prix accessible aux Le populations. secours alimentaire. Voilà. Et vous voyez, les commerçants ont vite fait d'avoir effectivement leur circuit qui permettait de les récupérer pour... Et ça peut se passer également ici, parce que ce n'est que la nature du produit qui change. OK. Je crois aussi que c'est dans ce sens qu'on avait mis en place effectivement les COGES, qui contribuent, et on parle effectivement du générique, de structures publiques, des CSPS, donc les COGES peuvent être probablement mises en... Mais c'est quoi la structuration des COGES? Est-ce qu'il y a un renouvellement? Parce que le problème est que si vous observez certaines COGES, les gens qui sont là, ils sont effectivement peut-être à leur 5e mandat. C'est des mandats illimités. Exact. Et ça, c'est un problème. Il ne faut pas qu'on pense qu'il y a les techniciens, d'une part, pour négocier à la baisse, effectivement, de pouvoir, quel est le type de produit qui va, etc. Et d'autre part, il y a une structure ou un département ministériel qui est chargé des associations. Il faut qu'il y ait la même chose, la même structure qui regarde d'un côté et de l'autre, pour tirer les expériences ici, pour les faire valoir là. Ça, c'est un. Secondo, nous avons également, en dehors des causes, le véritable problème qui est que
nous avons peur de numériser, nous avons peur de digitaliser. Voilà, traçabilité. Si vous regardez le problème des parcelles, c'est aussi la même chose. Et je pense que nous avons un problème qui devient transversal. C'est celui de la manipulation. Pour une prévarication qui fait que l'État finit par financer un petit groupe de citoyens qui se sucrent sur Le et dos qui de sont toute enrichis la sur le dos de population. la population. Alors que nous savons que les mêmes problèmes se sont passés ailleurs, ils ont trouvé la solution. Et la solution, c'est digitaliser, c'est numériser. Pourquoi nous avons peur, alors que nous avons des techniciens, nous avons des universités qui en forment, et nous disons qu'il y a un problème d'emploi. Investissons à ce niveau-là, parce que nous avons des cadres. S'il y a des jeunes burkinabés qui peuvent créer 5 monnaies, hein, qui peuvent trouver effectivement créer des moyens de paiement digitaux, etc. Mais ils peuvent mettre en place, ils créent même ils fabriquent des drones. Seulement, nous ne voulons pas la transparence. Nous ne voulons pas la traçabilité. Il faut que ce pouvoir qui est déterminé là, qui met la main à la pâte et qui risque là, oblige à ça. Donc c'est une piste de solution possible. D'accord. Alors, docteur Dambélé, je reviens à vous. Depuis la mise en œuvre des mesures de réduction des coûts de dialyse et autres, dites-nous un peu comment les choses se passent au niveau de la prise en charge des malades. Oui, merci bien. Comme vous l'avez dit, il y a plusieurs mesures, dont celle de la réduction du coût de la dialyse, et notamment la caution de 500 000 francs qui a été supprimée. Supprimée Voilà. totalement. Et pour la dialyse aiguë, ça c'est les cas d'urgence. Voilà, je crois que c'est passé de 15 000 à 2 500 pour pouvoir avoir cette dialyse-là. Ça c'est vraiment une urgence pour ne pas perdre le malade tout de suite. Il y a un constat clair qui a été fait. Les files d'attente se sont allongées parce que il y en a qui repartaient dépités, ils ont baissé les bras parce qu'ils se sont dit qu'ils ne pouvaient pas assurer financièrement les soins qui étaient demandés. Et maintenant que ces mesures ont été prises, les gens, beaucoup, ont eu le courage de revenir, s'inscrire et de suivre de façon assidue leur traitement, notamment la dialyse, qui doit se faire au minimum 2 fois. C'est le grand minimum. Sinon, le standard, c'est 3 fois par semaine dans les centres. Et donc, il y a beaucoup plus d'affluence pour, en tout cas, la demande à Justement, augmenter. comment vous gérez cette affluence? Parce qu'il y avait un problème de disponibilité des lits et autres. Tout à fait. C'est un gros défi. La mesure est assez récente, mais on a plusieurs. À Ouaga, on a 3 centres. Et nous sommes en train d'ouvrir des centres au niveau des régions. Ça permet désengorger au niveau central. et d'éviter à ceux qui sont en région de venir. Le dernier qui a ouvert, c'est Nkodogo. Il y a Gawa qui est en train de se préparer aussi à ouvrir. Et le chef de l'État a donné instruction que toutes les régions qui n'ont pas de centre de dialyse aient un centre. Donc nous sommes en train de travailler avec les partenaires pour couvrir d'ici la fin, en tout cas d'ici 2026, mi-2026, tous les centres régionaux hospitaliers qui n'ont pas de dialyse d'en avoir. Donc les files se sont allongées. C'est le personnel de santé qui est bien sûr sous pression, mais ils sont heureux qu'ils aient moins de pression sur le plan social, parce que il n'y a pas, quelqu'un le disait, plus difficile pour un médecin ou un soignant de voir que pour des questions pécuniaires, il ne puisse pas prendre en charge son patient. Donc la pression augmente. Ils ont renforcé les équipes de garde pour augmenter le temps de travail. Bon, comme c'est pris en charge aussi au niveau des motivations, des indemnités et autres, c'est géré, on va dire, avec bien sûr au quotidien des défis qu'il faut gérer. Voilà, donc le constat c'est ça, et c'est aussi le cas pour les autres types de soins qui ont été les cliniques mobiles. On est toujours étonné quand les cliniques arrivent
au niveau des villages. Toutes les femmes sont là. Toutes les femmes sortent. Et voilà. Donc, la demande a augmenté et on se rend compte que ces mesures sur les finances sont salutaires. Vraiment. Tous les malades cachés se déclarent. Et apparaissent parce qu'ils ont de nouveau l'espoir. Et beaucoup ne se déplacent plus. Ça, c'est très important parce que c'est une autre charge qu'on n'évalue pas. Oui. Le transport. Souvent, les questions de distance. L'hébergement, aller habiter chez un parent pendant 3 mois. Pour pouvoir faire ses soins repartis. Plus aussi les défis sécuritaires qui font que pour certains, se déplacer, même quand on a les moyens, c'est assez complexe. C'est complexe, oui. Voilà. Oui, Madame Berger. Oui, on a parlé effectivement de dialyse. Et pour la dialyse, c'est de l'équipement importé. Même si, avec effectivement la réduction, vous avez précisé que ça concernait simplement les produits au niveau des dépôts et des structures publiques. Mais pour ce qui est effectivement de la dialyse, pour ce qui est du cancer, c'est des appareils très coûteux qui sont commandés, qui peuvent poser des problèmes de maintenance. Et des problèmes de maintenance qui peuvent provoquer effectivement des ruptures graves. Alors que nous savons que l'État injecte au moins 25 milliards chaque année pour spécifiquement ces équipements. Nous savons aussi que c'est la Sogemabe qui s'en occupe. Nous savons aussi qu'il y a trop de micmac au niveau de la Sogemabe. On a qu'à le dire clairement. Ça fait effectivement près de 5 ans qu'on dit oui, j'ai écouté des émissions souvent où ils sont venus donner effectivement des explications. Je dis les explications sont cabreuses. On ne peut pas comprendre que ce montant-là soit injecté dans une structure. Et cette structure-là est toujours dans une situation où elle ne peut pas donner une explication claire. Où on commande effectivement du matériel qui est rarement adapté aux infrastructures dans lesquelles ça va. On dirait qu'on a commandé d'abord avant de penser effectivement là. Ce qui veut dire qu'on peut penser que c'est les commissions. On a pensé d'abord aux commissions avant de penser effectivement à la satisfaction des problèmes. Et je dis, le chef de l'État en premier, le ministre de la Santé en second, doivent ouvrir les yeux sur cette structure-là. Un conseil d'administration n'est pas suffisant. Parce que si un conseil d'administration est passé, et on voit effectivement que les marchés sont souvent aux mêmes sociétés toujours, et des sociétés, on peut se poser des questions de savoir comment dans un secteur comme ça, il peut y avoir seulement les mêmes qui soient toujours, ou le même qui soit toujours en train de proposer les solutions. Ça, c'est un problème grave pour le pays. C'est une question de santé des gens. Si le conseil d'administration est incapable effectivement de veiller à ce qu'il y ait des explications claires au pays, des gens comme ça, des structures comme ça, doivent être invités sur des plateaux comme ça pour rendre compte, pour qu'il y ait une redevabilité publique. Sans oublier qu'il doit y avoir une structure au niveau interministériel. Ce n'est même pas ministériel au niveau du ministère de la Santé, ça va être réduit. Interministériel qui suivent ça. La Sogemabe, je répète, c'est une structure très sensible au regard effectivement des piètres résultats qu'on est en train d'observer. Docteur Yacine, je vais vous permettre de dire un mot sur l'acquisition justement des hôpitaux mobiles de campagne au profit donc des forces de défense et de sécurité. Ok, merci bien. Ce qui m'enchante dans cette situation, au-delà même des offres qu'on constate au niveau donc de l'amélioration donc de la prestation, c'est que c'est un message que la santé publique est une préoccupation de la gouvernance actuelle, ce qui est aussi en analogie avec donc les politiques déployées par la RDP. Juste pour dire aux gens, encore comme je l'avais dit au début, que tous ceux qui crient qu'ils sont des sankaristes et qui tentent de trucider cette dynamique actuelle sont dans une parfaite contradiction. Ce qui est en train d'être fait est analogue à ce qu'on a vu sous la Révolution, où Sankara avait promu la révolution du système même de santé. Il avait donc promu la santé de proximité, la santé préventive, l'accès donc des masses aux soins
Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la même chose. Donc pour moi, c'est une occasion, une opportunité que les populations doivent saisir pour s'approprier cette dynamique. Aujourd'hui, c'est la santé et bien d'autres domaines. Mais ce n'est que le début. L'ancrage pourra permettre un jour à ce qu'on passe des cliniques qui sont mobiles, qui viennent et qui passent, à ce qu'on érige. Et on était en train d'écouter donc Dr Dembélé qui disait que instructions ont été données pour que dans toutes les 13 régions, on ait donc des équipements pour des questions de dialyse. Les dialyses sont sensibles. Et quand on regarde, ça concerne 200 000 personnes au Burkina Faso, c'est-à-dire à l'ordre donc de 1% de la population. Mais il y a d'autres questions de santé aussi qui préoccupent d'autres types de populations qui peut-être attendent. C'est pour dire que si on assiste à un ancrage de la RPP, dans les années à venir, toutes les questions de santé qui ont toujours écrasé le peuple là, on va trouver des solutions, on va donc former du personnel. On avait vu sur la Révolution le partenariat entre le Burkina Faso et Cuba qui avait permis de former à moindre coût et de façon accélérée. Parce que le système classique va dire qu'il faut faire 7 ans ou 8 ans après le bac pour sortir médecin. Donc il y a un système efficace, plus rapide, qui avait été donc développé par Cuba et la Révolution a voulu donc s'en inspirer. Donc je crois qu'on aurait du personnel, on aura des équipements en termes donc d'infrastructures de santé et tout ça, pour permettre une accessibilité totale des populations donc à la santé et une santé aussi à moindre coût. Et cela va permettre... Ok. Non, terminez votre phrase, je vous en prie, je ne veux pas vous interrompre. Non, en fait, je veux dire que on ne veut pas... La santé, elle est importante, mais c'est pour que le citoyen soit à mesure d'être productif. Parce que tout ça, c'est quoi? Nous voulons un pays émergent. Un pays émergent, c'est un capital humain performant. Et la santé participe de cela. Et ça va aussi permettre le positionnement du Burkina Faso. Parce que, comme l'a dit le président, il faut un pays qui se positionne sur la scène internationale dans les années à venir. Serge Imhotep Bayala, par rapport aux cliniques mobiles de campagne pour les FDS. Oui, d'abord, moi, j'analyse ça sur le plan de la vision politique et sur la dimension économique. Sur le plan de la vision politique, ça veut dire que le chef de l'État et tous ses collaborateurs ont radicalement tourné le dos au chantage de ces instruments de Bretton Woods qui avaient dit que la santé est chère pour l'État. Un État ne doit pas soigner ses malades, il ne doit pas se préoccuper de l'état de santé de ses citoyens. Et qu'il appartient aux citoyens, s'il est malade, de se défendre. S'il n'arrive pas à se défendre, qu'il meurt, on lui trouvera un linceul, un cercueil de bonne et due forme, et on lui rendra les hommages qu'il faut. Bon, je ne vais pas aller loin, mais c'est déjà dire que cette vision permet effectivement de réancrer l'État dans ses responsabilités primaires. Et parce que une santé qui, pour l'avoir, il faut, aujourd'hui beaucoup de gens se livrent au tourisme sanitaire, on va en Inde, on va à Doha, on va en Turquie, mais est-ce que nous, assis sur le plateau, on peut se donner ce luxe? Ils sont combien de citoyens qui peuvent se donner ce luxe? Mais en lieu et place d'exporter nos malades pour aller faire du tourisme sanitaire avec des incertitudes de guérison et qui nous reviennent avec des pathologies plus graves que celles avec lesquelles ils ont quitté le pays, la meilleure manière de sécuriser le sentiment d'une santé sur place, c'est les infrastructures et le personnel. Parce que si vous avez les infrastructures sans le personnel, vous n'avez pas la santé. Parce que ce personnel, moi j'entends à un moment donné, j'avais directement des besoins d'appréhension d'un mal de traumatologie qu'il fallait prendre en charge en Tunisie. Et les personnes qui devaient prendre en charge ce traumatisme, c'était les mêmes médecins soignants du Burkina Faso. Ça veut dire qu'on a relativement, même si on n'a pas résolu la totalité de la question de la performance de la ressource humaine, le Burkina Faso dispose d'agents compétents. Nous ne sommes pas en reste. Oui, nous ne sommes pas en reste, mais qui sont par manque comment on appelle ça, d'équipement, obligés d'aller faire valoir leurs compétences ailleurs. Là où nos présidents quittent ici, abandonnent nos médecins ou nos dispositifs pour aller se soigner ailleurs, ils sont pris en charge
par les mêmes médecins qu'ils ont fui dans leur propre pays. C'est parfois des questions de plateau technique. De plateau technique. Et donc, les cliniques mobiles viennent non seulement résoudre la question de performatibilité, la performance de nos plateaux techniques, mais ça vient valoriser les compétences qui étaient là et qui attendaient surtout d'être mises en valeur par des équipements adaptés à leur niveau de connaissance. Le dernier élément, c'est il faut que nous nous engageons dans une dimension structurelle. Parce que si on continue de commander sur le marché public international les consommables de santé, alors nous ne pouvons pas durablement contrôler les coûts. Aussi grand que sera l'investissement de l'État, l'État ratera toujours le rendez-vous d'une accessibilité réelle des produits si son système est arrimé à des commandes, à des machines que nous ne produisons pas, dont nous ne maîtrisons pas la technologie et dont nous ne maîtrisons même pas la mécanique, c'est-à-dire la maintenance. Combien d'infrastructures rares on a fait venir dans ce pays et qui, à la première panne, s'est vu griller pour tout le temps. Donc ça veut dire que dans une vision durable, tout en faisant ça de façon ponctuelle, c'est de s'inscrire dans la durée. Les 25 ou 26 milliards qu'on donne à une structure pour commander des seringues, pour commander des lits d'hôpital, il faut en même temps injecter les 3/4 de cet argent-là dans la formation de gens qui peuvent fabriquer les seringues, qui peuvent fabriquer les systèmes de dialyse, qui peuvent fabriquer les lots d'hôpital. Ce n'est pas quelque chose qui échappe à l'intelligence des Burkinabés. Nous avons une ressource humaine et dans des partenariats stratégiques avec, par exemple, le Venezuela qui a pris les pas de Cuba, ils sont parvenus à révolutionner leur système. Et dans un partenariat productif avec Cuba, qui reste toujours la référence à laquelle recourent les pays occidentaux, où nous partons chercher les solutions, il faut que nous aussi on aille directement à Cuba, on aille directement à Caracas pour négocier la formation de notre personnel, mais qu'il ne soit pas uniquement des médecins qui administrent des médicaments, mais des médecins ou des agents qui peuvent participer à la construction des solutions de santé. Et je pense que c'est quelque chose d'indispensable. D'accord. Alors, docteur Yassine, si vous promettez de parler en 30 secondes, il n'y a pas de problème parce qu'on a épuisé le temps qui nous était imparti. Ça vient aussi la mise à disposition d'hôpitaux mobiles qui accompagnent les FDS. Je crois que c'est un élément important qu'il faut souligner. C'est salutaire et pour moi même ça galvanise les troupes. Quand tu sais que tu es blessé, tu ne vas pas attendre 3 heures, perdre ton sang pendant des heures, attendre des évacuations. La prise en charge est immédiate et elle est de qualité. Je crois que ça rehausse, ça réagardit même les troupes sur le terrain et ça participe à la victoire finale dans cette lutte contre le terrorisme. Décidément, c'est à la fin de l'émission. Ok, 30 secondes. Ça va être juste 30 secondes. Je vais dire que tous les problèmes que l'on a posés ici et les solutions qui ont été suggérées ou déjà apportées sont des solutions de la démocratie. C'est ça la démocratie en fait. Ce n'est pas les élections, c'est voir effectivement quel est le processus qui permet de résoudre de façon efficace les problèmes de la population, surtout la majorité et les populations les plus vulnérables, avec leur participation. N'est-ce pas? Maintenant, il faut se dire que dans le monde là, il est ouvert, il y a la technologie. Et la technologie participe à la démocratie. Et il y a quelque chose qu'on appelle aujourd'hui dans le monde le open access. Il n'y a pas une société démocratique sans le open access qui donne effectivement l'opportunité à toute la population, en tout cas à ceux qui veulent effectivement juger, de participer. Donc on doit établir au Burkina Faso un principe qui fait en sorte que, et une technologie qui fasse en sorte que toutes les données de tous les ministères, c'est pas seulement le ministère de la Santé, des trucs comme la SOGIMAB qui sont très sensibles, je reviens encore dessus, des trucs effectivement comme la SONAGES, des trucs comme les COGES, la CAMEC. C'est-à-dire que si tu tapes 1, 2 boutons, tu dois avoir effectivement ces 6, ça. Ce qui fait effectivement que les populations, par exemple, de Gawa, les populations, par exemple, de Fada, si on dit qu'effectivement, il y a quelque chose qui doit soigner effectivement le cancer, qui est programmé pour eux et doit arriver là, si t'apportes, ils savent effectivement c'est à tel niveau. Voilà. Et secondo, nous sommes dans un pays libéral, certes. Les pharmacies sont amenées effectivement, privées sont autorisées à commander où ils veulent. Mais nous ne sommes pas dans la brousse. Nous sommes dans un État gouverné. Et cet État gouverné peut avoir, par le lien avec effectivement les ambassades et tout ça, les prix réels effectivement avec les labos, etc. Il faut un droit de regard. Il faut un droit de regard. Des mercuriels.
Que l'on fasse. Il faut nécessairement que l'État s'implique. Monsieur Nadam Bega, nous sommes en fin d'émission. Le docteur Estelle réclame également 30 secondes. Non, on va aller très vite. On est en fin d'émission. Voilà, je note les recommandations, parce que nous tenons compte de tout ça dans les réflexions. Je voulais rassurer par rapport à la Sogemabe. Ce n'est pas que tout est réglé, les choses, parce que le ministère a changé de paradigme, on va dire comme ça, par rapport à la Sogemabe. Et les responsables de la Sogemabe en sont conscients. Ils travaillent à changer les choses. Effectivement, il y a eu beaucoup de problèmes. Mais une partie des problèmes est liée aussi à la réglementation, au texte. Et je crois qu'avec le ministère des Finances et puis tous ceux qui sont dans le circuit de la commande publique, voilà, les choses sont en train de bouger. La relecture des textes pour vraiment permettre qu'on puisse avoir commandé et avoir effectivement ce dont on a besoin et surtout travailler sur les questions de maintenance. On a eu on en a toujours, mais nous avons compris un certain nombre de choses et les choses sont en train de bouger. Voilà, donc j'espère que le DG va pouvoir avoir l'opportunité un jour de donner plus de détails sur la question. Sinon, en tout cas, les nouveaux responsables de la Sogemabe travaillent ardemment sur cette question. Et nous avons la chance d'avoir des partenaires entre pays amis, mais aussi des privés, des maisons d'équipement à l'international qui sont en train de s'ouvrir pour qu'on puisse changer les choses. Il y a eu des petites expériences, je ne dis pas petites, de grandes. Elles ont été faites peut-être sur une petite échelle, mais ça a montré tout le bien de certains modèles d'acquisition des équipements. Et nous voulons aller sur ça. Voilà. Et la Sogemabe travaille là-dessus. Et ce n'est pas que la Sogemabe, malheureusement, la Sogemabe s'occupe beaucoup c'est les gros équipements, les équipements lourds. Sinon, les autres structures de santé aussi ont leur part de responsabilité dans la commande. Là, on a des grosses 26 milliards. Oui, tout à fait. Il y a eu beaucoup une mauvaise utilisation. Et on sait que dans les magasins, il y a eu, l'Assemblée nationale a fait une enquête il y a quelques années et suit sur ce point-là aussi, où on a montré, c'est vraiment un cimetière de nouveaux équipements qui sont venus, qui n'ont pas été utilisés ou bien qui ont été utilisés juste sur un petit temps parce qu'il a manqué. Si ça, c'est venu même avec des insuffisances que le système ou bien la réglementation ne permettait pas de corriger. Et donc, ce travail est en train d'être fait. Je voulais aussi revenir sur les cliniques mobiles des forces de défense pour ajouter qu'en dehors des forces de défense et de sécurité qui sont prises en charge, il y a les populations. Quand l'armée se déploie, et voilà, pendant les opérations, parfois le personnel de santé, le ministère n'est pas disponible dans certaines zones ou bien au moment des opérations. Et donc l'armée travaille, consulte aussi beaucoup les populations. Il y a des agents de santé, médecins infirmiers militaires qui font, et je pense que ces unités mobiles aussi vont servir aussi dans ce sens-là. D'accord. Alors, merci à tous d'être venus sur ce... C'est vous qui avez donc commencé à refermer le bal, je le dirais ainsi. Vous avez eu plusieurs minutes. Donc, alors, docteur Estelle Edith Dambélé Nedavire, merci d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes conseiller technique du ministère de la Santé. Gervais Nadambega, ingénieur en développement rural, merci. Docteur Hyacinthe Wenlarima Ouetraogo, enseignant-chercheur, merci d'être venu sur ce plateau. Et Serge Imhotep Bayala, coordonnateur du mouvement 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita, merci également d'être venu sur ce plateau. Madame, monsieur, merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt sur la RTB. Bonsoir.